Je n'ai jamais vraiment utilisé DxO Lab, et surtout pas le 5. Vous le savez, je suis un adepte depuis 15 ans de Lightroom, et bah, je vais vous montrer si là, moi, j'arrive à passer sur DxO Photolab sans trop de problèmes. Et ça se passe après le générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Cette semaine, comme j'avais pu le faire pour Capture One il y a quelques mois, eh bien je vais découvrir devant vous DxO Photolab numéro 5 qui vient juste de sortir. Comme j'étais déjà en contact avec DxO, juste avant de faire cette vidéo, eh bien je leur ai envoyé un petit mail en leur demandant « Hey, ça vous tente de sponsoriser une vidéo? Voici le concept. » Le concept, c'est je découvre un logiciel que j'ai jamais utilisé. Ils ont accepté de jouer le jeu et donc de sponsoriser cette vidéo, et ça me permet d'ajouter une étape à cette vidéo qui est le après, c'est-à-dire là je découvre mais comment ça va se passer après. Et donc moi je vais suivre une mini formation avec les gens de DxO Photolab pour du coup comprendre un petit peu mieux le logiciel et donc faire la conclusion de cette vidéo sans dire trop de bêtises parce que ce serait quand même un petit peu dommage. Donc j'arrive maintenant sur DxO Photolab, je viens de le lancer. Globalement sur le côté on a j'ai mes disques durs à moi. Si j'avais une photo je pense que je verrais les champs IPTC, tout ça ici. Donc ici j'ai les menus, fichiers, nouveau projet. Donc ça veut dire qu'on peut faire un projet. Si je clique sur nouveau projet, ça me fait quoi? Rien. Très bien, ça commence pas trop mal. Normalement, ici, j'ai des photos et il ne me les affiche pas. Ok. Pourquoi j'ai pas de photos? Ok, bon, déjà, il m'a planté. C'est autant pour moi, je pense qu'il fallait juste que je le relance. Alors, module optique DxO disponible. Ah oui, donc on va pouvoir aller chercher des modules. Donc, les éléments suivants seront téléchargés, Canon, ok, et il y a du DJI Mavic aussi. Donc là, il chope les modules optiques qui ont été installés. Ok, très bien. Là, ça veut dire que j'ai ma photo en grand ici. Donc là, par exemple, la photo en prévisu est en noir et blanc. Ce sont des photos que j'ai prises dans les Cévennes, lors de mon passage dans les Cévennes, avec vous voyez, des vues absolument magiques. Qu'est-ce qui fait que j'ai un mot-clé Jessica Ivard dessus? Je sais pas, je t'ai jamais ouvert DxO Photolab. On va prendre par exemple cette photo-ci. Et je vais appliquer un pré-réglage. Et ok, on a des petits pré-réglages comme ça, plutôt portrait et paysage. Allez, le portrait. Portrait? Pourquoi portrait? Je veux pas portrait? Paysage, carte postale. Ah oui, d'accord, c'était portrait et paysage. Heure bleue. Allez, heure bleue. Pourquoi heure bleue n'est pas dans paysage d'ailleurs? Ok, donc là on peut directement appliquer des presets en fait. Là on a la Nik Collection. Donc si vous avez la Nik Collection d'installer, je pense qu'on peut passer directement, voilà, dans... moi j'ai la Nik Collection d'installer. Donc je peux passer directement sur la Nik Collection. Ok, la Nik Collection étant de DxO aussi, et c'est une suite de petits logiciels. Je regarde dans les fichiers. Donc fichier, nouveau projet. Est-ce que là, du coup... Ah oui, là, du coup, je pourrais créer un nouveau projet. Est-ce que ça m'a pas demandé de l'enregistrer comme... Ah, un nouveau projet ici. Ils sont arrivés ici, vous voyez, tout en bas, là. Donc, est-ce que c'est, par exemple, dans ce nouveau projet... Je prends par exemple ces photos-là et que je les dépose ici. Et donc dans ce nouveau projet... Ok, c'est une sorte de collection. Les exports, on peut exporter direct sur Flickr. Qui utilise Flickr encore? Tout sélectionner, renommer, préférences. Voyons voir les préférences. Afficher le bouton d'accès à la Nik Collection, d'accord. Et puis les performances, sélection Deep Prime. Ah oui, Deep Prime, il m'en avait parlé ça. Ok, donc là ils vont sélectionner de lui-même entre le CPU et le GPU. Pas beaucoup d'options. Il n'y a pas plus de choses que ça sur cette page-là. On va aller voir ce qui va nous intéresser vraiment, je pense, c'est personnaliser. Donc ici, bon, on n'est pas trop perdu hein, si on vient de Lightroom. Ah oui, par contre, ici, l'histogramme est de ce côté-là. Là, je vais pouvoir zoomer. Je suis arrivé à 100% ou pas? Comment je sais que je suis à 100%? Ici, ok, 100%, 34%. Ok, j'ai l'historique ici. Cette partie-là, on va avoir différents onglets comme ça. C'était un peu comme Capture One, là. Donc de lumière, couleur, détail, géométrie, réglages locaux et filigrane et effet. Faudrait que je trouve une autre image pour parler de l'aspect géométrie, distorsion. Apparemment, c'est pas mal. Correction manuelle, on peut, genre, priorité haute lumière. Ah, c'est pas mal, ça. En fait, est-ce que c'est vraiment automatique? Faudrait voir. Parce que ici, par exemple, le haute lumière léger, c'est moins 0,50. Et si je prends cette image-là qui est très différente... Ah, du coup, là, c'est rien. Ça veut dire qu'il m'a calculé les hauts de lumière. Ah oui, ok. Donc, il va calculer pour pouvoir exposer pour les hauts de lumière. Moyenne centrale pondérée. D'accord. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, exposition, bien sûr, on peut la gérer comme ça, comme on veut. Donc là, je peux faire une petite courbe en S. Techniquement, là, il faudrait que j'expose un peu plus. C'est quoi ce bouton-là? Ah, c'est la... c'est l'ascenseur. DxO Clearview Plus. C'est quoi le Clearview Plus? Améliorer automatiquement l'éclat de vos photos en atténuant le voile atmosphérique et en renforçant les contrastes, sans accentuer les halos et les contours. Les halos des contours, d'accord? Voyons voir.
Je mets moins d'intensité et plus d'intensité, moins 0, moins et plus. Ok, bon là j'ai peut-être été un peu fort. Je peux remonter les basses lumières. Ah, c'est ici les basses lumières. Ok, ombre. Bah vous voyez là, je préfère, par rapport à Lightroom, je préfère une organisation comme celle-là avec ton clair, ton moyen, ombre et noir. Donc je vais augmenter un peu ça, juste pour qu'on voit un peu plus et voir si ça joue ici. C'est pas mal quand même. Bon, je suis pas sûr que ce soit la bonne image pour montrer ça. Est-ce que ça montrerait... On montrerait plus sur celle-là. Intensité, donc plus... franchement, c'est pas mal, hein. Vous voyez là, entre le rien et le plus, c'est pas mal du tout. On n'a pas trop les halos. On le voit un petit peu là, mais je pense que on le voit de toute façon avant. En fait, ici, on verra un gros halo, un peu comme on le voit là, mais en version beaucoup plus contrastée. Ici, le Smart Lighting. Alors, Smart Lighting, c'est quoi? Étendez la plage dynamique de vos images en rééquilibrant les zones sous-exposées et surexposées de manière rapide et précise. Ok, donc, c'est un peu du coup ce que j'ai déjà commencé à faire. Mais si je mets un mode fort... Oh là, hop. HDR Tone Mapping, bonjour. Bon, on peut réduire l'intensité, bien sûr, hein, quand même. Mais ça, là, quand même, c'est... Tonalité sélective, donc là on va pouvoir gérer par nous-mêmes tout ça. Et vignettage auto-basé sur le module DxO, donc il va gérer en fonction de l'objectif qu'on a. C'est pas trop mal. Vous voyez là, si je le désactive, je suis vraiment vignetté. Et si je l'active, ça dévignette plutôt pas mal. Et j'ai des réglages avancés, préservation, ok, très bien. On va prendre ça qui fait un peu peinture. Donc vibrance, donc accentuation des couleurs. C'est plutôt joli, gère bien la vibrance. Saturation, rendu film positif couleur. Ah, on peut du coup avoir des rendus de film, ok. À mon avis, on doit pouvoir en rajouter. Profil ICC. Ah, on peut charger des profils ICC. Ça, c'est pas con. Et profil DCP. Ok. Intensité. Ok. Ah oui, on peut gérer cette intensité. Protection des couleurs saturées. Donc, si je fais ça, ça va moins me saturer. Ouais. Les couleurs qui sursaturent et on peut les protéger. Et on peut même aller les sélectionner. Et lui, il a mis à 3 parce que les couleurs saturaient pas trop. Si je fais ça... Intensité, tu gères à 28. Bon, il y a des petits trucs automatiques qui ont l'air pas trop mal. Après, il faut voir en fonction des images, hein, bien sûr. TSL, donc bon, le TSL, ça va être saturation, luminance, uniformité. Si je prends par exemple cette là, et je prends uniformité, donc ouais, ça gère quand même un peu. Ah, on peut gérer en fait. Wow. Ah ouais, il y a quand même une gestion de la couleur qui est un petit peu plus forte. C'est marrant comme ça, vous voyez, ça garde le truc de la photo d'avance. Ça c'est bizarre. Ça me plaît pas des masses, ça. Est-ce que on peut le désactiver, le réactiver? Là, si je vais sélectionner le jaune, là, je dois changer la teinte. À mon avis, ça change la teinte. Ok, donc oui, ça change la teinte. Putain, là, là, on touche des choses qui sont plus compliquées quand même. Et je peux du coup saturer cette partie. Mais est-ce que, par exemple, si je vais reprendre, par exemple, ma couleur bleue plutôt ici... Ouais, ok, je peux gérer ça. Ok, ah oui, on revient ici sur le orange. Ensuite, on a quoi? Ici, on a le détail et on a le prime et le deep prime. Oh, donc, par exemple, je vais prendre ici une photo prise au drone. Donc ici, on a les aberrations chromatiques, le denoising technology. Oh, tiens, on va voir le denoising technology. Je vais aller chercher une photo avec de bruit pour aller voir ce que ça fait. Ça devrait aller 16 000 ISO quand même. C'est une photo de moi sur un de mes derniers mariages où on s'est retrouvé à faire des burpees sur One More Time. Clémence qui m'assistait ce jour-là m'a permis d'avoir cette photo. Comment je reviens? Échappe. Ok. Je pars ici sur personnaliser. Et donc, voyons voir, parce qu'il y a quand même du bruit. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même du bruit. Denoising DxO Technology. Deep Prime. C'est-à-dire qu'il va utiliser, je crois, l'intelligence artificielle. Sur l'aperçu que j'ai ici, ça m'a l'air meilleur que là. Non, ça change quand même quelque chose. Eh ben, c'est pas mal. On garde quand même plein de détails. Je vais juste aller voir sur la différence avec Lightroom. Donc là, je suis sur Lightroom. J'ai fait un petit peu de réduction de bruit, vous voyez. En gros, si on regarde les deux, j'ai un peu plus de détails ici, hein, vous voyez. Ça a mieux géré, vous voyez, l'épaule. Ouais, c'est quand même mieux géré sur DxO que sur Lightroom quand même, hein. Vous voyez, on garde quand même ça et tout. Là, point très positif pour DxO. L'outil réparation. Ah, ça doit être l'outil pour, par exemple, si on veut faire ça. Ok. Marche pas mal. Est-ce que avec... Ah, par contre, la molette permet de zoomer, mais elle permet pas de changer la taille de la brush. Ça, c'est pas foufou. Taille de brush, d'accord. Ah, contour progrès. Ok, donc les options sont là. Distance de mise au point. Donc là, je vous dis qu'il fallait que je trouve une photo avec de la distorsion. Et j'ai été chercher une photo, une ou deux photos, vous voyez, des photos prises au grand angle. Donc là, avec un 14 mm, mais qui n'a pas de profil puisque c'était sur un 5D, mais avec un 14 Samyang manuel. Donc il sait pas. Et une photo où il sait. Normalement, il y avait le... Ah,
Ah, vous voyez comme ça a changé tout de suite. Si je désactive, bon là c'est la distorsion, mais est-ce que donc c'est basé là sur le module optique, ok. Donc je vais conserver les proportions. Est-ce que si je gère l'horizon, ouais, ah il me l'a pas coupé sur les bords. Recadrage du coup, pas mal. Mais par contre c'est pas droit. Et d'ailleurs le recadrage, comment on fait du recadrage? Genre le recadrage c'est là. Ah, je peux. Non. Je peux pas ajouter moi-même de ratio? Je veux pas ajouter moi-même mon ratio. Si je fais sans contrainte, je peux faire ce que je veux. Mais si je veux mettre un ratio spécifique, ça c'est pas cool. Parce que, ok, bon, il y a le 2-1 que j'aime bien, mais c'est pas cool. Puis là, en plus, c'est pas du tout un bon horizon, là. Mes bords, mes perspectives, elles sont pas redressées. Question à leur poser. On verra ça dans la fin de la vidéo. Et ici, je vais juste voir ici ce que ça donne sur un truc où il a pas d'infos. Donc, si, là, forcément, je me mets en mode manuel, en mode barillet, distorsion coussinet, distorsion fisheye. Alors, je pense que ce sera plutôt peut-être fisheye. Oula, ok. Un peu chaud. Conserver les proportions. Voilà, c'est mieux de les conserver quand même. Là, c'est pas si mal. Ok, si je fais ça... Oui, mais mes perspectives, elles sont quand même distordues, quoi. J'aime pas ça. Bon, ça fonctionne, mais il faut quand même y aller. C'est marrant qu'il n'y ait pas un truc automatique, quand même. Il me stresse aussi, ce auto, là. Bon, bref, c'est pas grave. Continuons. Donc, réglages locaux. Voyons voir. On peut faire... Donc, si j'appuie ici, je passe dans les réglages locaux. Genre, imaginons celle-là. Et que je veuille, par exemple, essayer, je sais pas, ici, je peins. Par contre, la peinture, elle se fait rapide. Elle se fait plus rapide que sur Lightroom. Et j'ai ici... Ah, ok, les viewpoints. Par contre, ici... Ah, ouais. Je vais peut-être pas faire avec des bordures. Je vais faire avec des bords doux. On peut jouer sur les contours progressifs, ça c'est bien. Le flux et l'opacité. C'est quand même pas mal. On peut... Est-ce que là, si je fais ça, mais que je reviens, par exemple avec une opacité, est-ce que je peux enlever dans ce cas-là? Si j'appuie sur Alt, ça me fait une gomme. Et la gomme, je peux peut-être la faire à une opacité comme ça. Par contre, ça c'est chiant que le... Oh, ça dépasse, c'est marrant. C'est chiant qu'on puisse pas, avec la molette, quand on est habitué à passer, à faire la taille avec la molette, parce que c'est quand même méga pratique. Ça, c'est pas mal. Parce que vous voyez, on peut venir vraiment peindre comme on a envie, quoi. Les réglages locaux se font via... Donc là, je suis sur le pinceau. Donc là, j'ai quoi? J'ai la lumière, la couleur et le détail. Donc la lumière, j'ai quoi? J'ai l'expo, le contraste, le micro-contraste, le clear view. Ok, imaginons que j'ai fait ça. Là, il y a ce contour tout pourri et que je veuille... Ah, la molette Oui, mais là, je veux pas que tu m'affiches pendant que je peins. Comment on peut enlever pendant que je peins? Parce que j'ai pas envie que ça affiche le masque pendant. Ça, franchement, si on peut pas, c'est couillon. C'est vraiment très couillon. Parce que c'est méga pratique. Enfin, ça, c'est pas cool du tout. J'essaye le clic droit. Ah, le clic droit, c'est quoi? Oh, au clic droit, on peut avoir d'autres choses. Le mec, il part sur autre chose. Papillon! Point de contrôle. Donc, un viewpoint. Je fais ça, je peux l'augmenter. Donc, ça, c'est les viewpoints un peu à l'ancienne. Où, en gros, on peut augmenter, vous voyez, juste un truc à un endroit. Ok, c'est ici, en fait, qu'on l'active et qu'on le désactive. Ça met du temps un petit peu, hein. Ok, donc ça, c'est ça. On peut mettre ici une ligne de contrôle. Qu'est-ce qu'une ligne de contrôle? Je vais désactiver les autres. C'est en gros un filtre gradué. Oui, c'est un filtre gradué, quoi. Bah non, on a un filtre gradué, là. C'est quoi, alors, une ligne de contrôle? Question à leur poser. Ici, on a un masque auto. Oh, un masque auto. Voyons voir ce que fait un masque auto. Juste la brume. Je lâche. Mettre plus d'expo. Waouh! Alors, c'est bien fait là. Alors, peut-être qu'avec un autre pinceau, maintenant, si je prends mon pinceau là, est-ce que je peux venir l'améliorer? Non, ça marche pas. Et je peux pas lui demander d'avoir des bords doux. Il y a des choses bien, mais il y a des choses moins cool quand même, quoi. Genre, est-ce que je peux gommer quand même un peu? Ok, on peut gommer quand même. Donc, on peut le faire, mais on peut pas peindre, mais on peut gommer dessus. Ça, c'est vraiment dommage. En tout cas, pour le moment, il y a des petites choses. Bon, la molette, tout ça et tout. Mais il y a des choses quand même que je préfère là que sur Lightroom. Géométrie, c'est quoi? On arrive... Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai pas vu? Donc, voyons voir. Est-ce que la palette géométrie... Bon, je pense pas que ce soit dans le FX. Palette géométrie... Ah, attendez. Où il était? Bah, il y a eu un truc. Il y a eu un truc à un moment, j'ai pas compris. Maxime, est-ce que tu peux le remettre? Coucou. Ah putain, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. En gros, ici, quand il n'y a rien de sélectionné, il y a les palettes qu'on choisit. Et donc là, j'aurai recadrage, distorsion. Donc c'est en gros pour avoir des palettes qui sont normalement ces palettes-là. Oh non, ça c'est pas intuitif du tout. Et voyons voir l'export vers disque. Donc sortie standard, JPEG pour tablette. On peut ajouter une nouvelle option. Et de la nouvelle option, on va pouvoir par exemple dire, si on fait un TIFF en 16 bits dans le dossier d'origine et tout. Et est-ce qu'on
peut du coup renommer cette option. Et là, on ajoute une option qu'on vient modifier. Donc si j'ajoute une nouvelle option, c'est là où je viens modifier ce que je veux. Ok, d'accord. On n'a pas beaucoup d'options pour exporter. C'est assez triste, on peut pas renommer, on peut pas faire des choses et tout. Donc ça, je trouve assez triste. Et je pense avoir fait le tour du logiciel là maintenant. Je vais maintenant faire la formation, la mini-formation avec DxO directement. Et puis je reviens sur les questions que j'ai, les trucs que j'aurais pas vus et les petites choses que j'ai à vous montrer du coup sur ce logiciel-là que j'aurais pas vu ou je me suis trompé. Et je vous dis à tout de suite. Et me voici quelques jours après où j'ai eu un rendez-vous avec Fabrizio qui bosse chez DxO Photolab. Donc merci à toi Fabrizio pour tout ce que tu m'as dit parce qu'il y a eu pas mal de choses et j'ai beaucoup aimé notre échange. Et je vais pouvoir maintenant vous dire là où j'ai eu tort, là où j'ai eu raison de m'énerver. Et on va pouvoir parler là de l'outil comparé, de Deep Prime, des réglages locaux, de la taille de la brush qu'on peut changer, de redresser les perspectives et du smart lighting. Et à la fin, je vous dirai un petit peu vraiment ce que j'ai pensé du logiciel. Je vais d'abord vous parler du Deep Prime. Alors le truc c'est que pour vous c'était il y a 5 minutes, pour moi c'était il y a quelques jours. Pour rappel, le Deep Prime donc c'est le denoiser, c'est le débruitage. J'active le DxO Denoising Technologies et je passe en Deep Prime et c'est là le Deep Prime où il vient vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour débruiter notre image. Et le truc, je me disais, vous savez, tout à l'heure, j'ai fait la comparaison entre Lightroom et Photolab, et en fait, je me suis complètement gouré, parce que Deep Prime, il faut rendre l'image, il faut qu'il y ait un rendu pour pouvoir avoir la qualité. Parce que le seul aperçu qu'on a ici, c'est dans la petite vignette là, et pas dans la grande. On doit régler ici en zoomant, on peut pas zoomer plus malheureusement. Et là, à ce moment-là, il faut exporter l'image. Donc, il faut faire clic droit, exporter. Donc là, vous avez des options. Là, par exemple, je fais une option avec exporter en JPEG. Alors, il y a les réglages avancés. Je crois que j'avais pas trouvé les réglages avancés sur tout à l'heure. Donc, on peut quand même régler pas mal de trucs. Là, il traite. Donc, il est en train d'exporter. Donc, la photo arrive sur mon disque dur. On va pouvoir la voir si je retourne dans Phototech. Vous voyez, ça a pris un petit peu de temps, alors que j'ai juste fait uniquement cette modification-là. Et ça me permet maintenant de vous parler de l'outil comparé, puisque on va pouvoir voir le Deep Prime et en même temps avec l'outil comparé. Donc, ça, prévisualisation des corrections, c'est là, c'est comme ça, il va falloir s'y habituer. Donc ici, on a l'outil comparé avec aucune correction ou prévisualisation. Donc pour l'instant, ça change rien puisque je n'ai pas changé de choses vraiment dans ma photo à part le Deep Prime. En cliquant sur la petite flèche à côté, vous voyez qu'il y a maintenant image de sortie. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir comparer le DNG original à notre modification, à notre fichier de sortie. Je vais pouvoir voir ici, entre là, l'avant et le Deep Prime. Et vous voyez, c'est quand même pas mal du tout. Le bruit, là, on l'a bien enlevé et je récupère pas mal de détails dans la chemise. Il a lui-même été récupéré les détails. Vous voyez, même le bord, là, de mon harnais, il se récupère. Alors oui, c'est un peu plus flou. Il y a une limite à faire entre les deux. Il y a un petit truc à faire entre les deux. Mais vous voyez, quand même, dans la barbe, il a réussi à relancer quand même un petit peu de détails. C'est quand même pas mal du tout. En gérant peut-être un petit peu moins de correction et un petit peu plus de netteté, on peut arriver avec un rendu qui est vraiment pas mal. Et en même temps, je vais vous montrer donc le avant-après sur, par exemple, cette image-ci que j'ai modifiée, qui est à 100%. Là, donc je reste sur l'outil comparer. Je peux comparer avec aucune correction ou avec correction géométrique. Donc, je vais changer un petit peu, par exemple, mon contraste, un petit peu plus d'expo pour que ça se voit, une petite température un peu plus chaude ici, et je vais pouvoir revenir sur comparer. Aucune correction sans géométrie, ça veut dire qu'il va complètement enlever toute la géométrie que j'ai pu faire. Aucune correction mais avec géométrie, c'est-à-dire qu'il va garder la géométrie que j'ai pu faire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que des fois, c'est chiant de, imaginez, faire le avant-après en faisant ça. C'est quand même méga compliqué en fait de voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Et on peut même gérer avec toute correction, sauf la balance des blancs. Ce qu'il va me faire, c'est qu'il va comparer juste l'avant-après avec la balance des blancs. En fait, en changeant juste la balance des blancs. En fait, c'est des petites options qui sont plutôt cool parce que des fois, c'est vraiment chiant de tout comparer, d'avoir le avant-après de tout. Parce que c'est difficile de s'y retrouver. On veut des fois faire juste un paramètre. On peut pas faire tous les paramètres, mais j'ai bien aimé cette option-là. On va passer maintenant aux réglages locaux. J'active les réglages locaux et je vais aller prendre ce que je cherchais tout à l'heure. Ce que je ne comprenais pas tout à l'heure, c'est la ligne de contrôle. Il faut savoir que la ligne de contrôle est matchée avec les viewpoints, avec les points de contrôle, ce qui est logique puisqu'il y a du contrôle dans les deux. Moi je vous disais, ça ressemble quand même à un filtre gradué tout simplement. On va voir parce qu'on peut afficher le masque de fusion de cette ligne de contrôle en appuyant sur M. Donc j'appuie sur M et vous voyez, on a un masque de fusion. Et ce masque de fusion, contrairement à un filtre gradué, eh bien vous voyez qu'en haut, il a protégé tout ce qui est en noir, ça s'applique pas, et tout ce qui est en blanc, ça s'applique. Et vous voyez ici, il a gardé le nuage là, et vous voyez qu'il y a un petit dégradé vers les cimes pour sûrement éviter d'avoir un changement
changement qui soit trop fort. Et tout ça, on peut le modifier avec Chroma et Luma qui sont ici. Et on va voir qu'en Chroma, il prend un petit peu moins le ciel. Si je rajoute, ça permet d'avoir un petit peu plus de ciel. Donc Chroma, c'est la couleur et Luma, ça va être de la luminosité. Le problème, c'est que plus je mets de luminosité, moins ça gère, vous voyez en bas, parce qu'on a vraiment un dégradé là qui est pas beau, comme si c'était un filtre gradué. Donc faut peut-être trouver un juste milieu. Ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est soustraire cette montagne en appuyant sur Alt et en créant une autre ligne de contrôle. Mais les deux vont s'additionner. Il y en a un qui va faire l'ajout et l'autre la soustraction, qui est comme Alt sur Photoshop quand on brush, quand on peint et qu'on veut par exemple avoir la gomme. Donc là, je vais pouvoir gérer aussi pareil pour cette ligne de contrôle, la Chroma et la Luma. Et surtout, vous voyez ici, il y a une pipette. Et cette pipette va me permettre d'aller sélectionner là où je veux qu'il aille choper la couleur et la luminosité. Donc là, ça va être ici. Et pour l'autre, je peux resélectionner ici. Là, par exemple, ici, j'ai pas assez parce que j'ai encore un nuage et je vais pouvoir venir sélectionner un viewpoint et mettre ici le nuage. Alors le problème, je trouve que même si on augmente son intensité, enfin sa zone d'action ici, vous voyez qu'il reste quand même cantonné. Il essaye lui-même de faire un masquage qui est plutôt comme il a envie. Donc après, on peut venir régler un petit peu. Là, vous voyez, il y a un problème pour moi, c'est que Chroma et Luma ne se gèrent pas par ligne de contrôle ou par viewpoint. Ils se gèrent globalement sur l'ensemble du masque qu'on est en train de créer. Et ça, je trouve que c'est un petit peu chiant parce que j'aimerais bien pouvoir ici, pour celui-là, régler la Luma bien nickel pour cette partie-là et pour mon viewpoint et pour tout ça. Donc, je trouve ça chouette. Il y a des bonnes idées, mais il y a des petites choses qui manquent. Et donc là, je vais pouvoir faire mes modifications. Donc logiquement, ça va n'agir quasiment que sur le ciel. On peut voir que ça n'agit que sur le ciel. Alors si on n'y va pas trop, ça marche plutôt bien. Si on y va beaucoup, on voit une petite zone. Mais en même temps, est-ce que ça pourrait pas faire un espèce de coucher de soleil? Non, je déconne, faut peut-être pas abuser quand même. Ça, c'est pour les lignes de contrôle. Et je vous disais tout à l'heure aussi que je comprenais pas trop ce qu'était le masque auto. Ce que j'avais pas vu dans le masque auto, c'est qu'il y a deux ronds. Il y a un rond bleu un peu transparent et un rond bleu qui est opaque. En fait, toute la zone bleue transparente, c'est une zone où il va chercher, et toute la zone bleue moins transparente, c'est la zone où il va appliquer. Donc l'idée, c'est de venir maintenant peindre partout. Là où on veut vraiment que ça s'active, il faut peindre avec la zone bleu foncé, et là où on veut que ça gère, il faut peindre avec la zone bleu clair. Donc là, pour en avoir que le ciel, je vais pouvoir peindre ici et garder les cimes, vous voyez, dans la zone bleu clair, bleu plus transparent, surtout pas passer avec le bleu plus foncé. Et là, logiquement, maintenant, si j'augmente, vous voyez, ma luminosité, il va avoir fait le masquage automatiquement, qui est plutôt pas trop mal. On va pas pouvoir rajouter avec une brush normale, par contre avec la touche Alt, on peut venir gommer, et ça c'est plutôt une bonne chose. Bon, je trouve que l'outil est chouette. Là, un truc, c'est que tout à l'heure j'arrivais pas à changer la taille de la brush, mais avec CTRL et molette, vous voyez, on peut changer la taille de la brush. C'était les choses que j'allais vous dire sur les choses que j'ai pas trop compris ou pas trop trouvé tout à l'heure. Il y avait une autre chose dont je voulais vous parler, c'était le Smart Lighting. Le Smart Lighting, donc ici, si je l'active, en fait, de lui-même, il va venir rééclairer les zones de l'image qui demandent à être rééclairées ou pas, qui demandent à être rééclairées. Donc là, si j'augmente son intensité, problème là ici, c'est que vous voyez qu'il me fait un HDR un peu tout pourri parce qu'il a été augmenté la lumière là où il y en avait moins pour peut-être baisser celle où il y en avait un peu trop. Donc là, c'est pas ouf. Par contre, il y a la mesure spot à côté qui est intéressante parce que il va détecter de lui-même des visages. Vous voyez, hop, si je clique ici, il a détecté les deux visages. On peut gérer donc l'intensité de la lumière et vous voyez que comme il a géré les visages, il va de lui-même aller éclairer pour que les visages soient mieux éclairés. Et vous voyez que comparé au HDR pourri que j'avais juste avant, on a quand même une base qui est plutôt cool. Et je pense que pour les portraits, on peut aller assez vite et ça peut fonctionner. Ça dépend du niveau de détail que vous souhaitez, du niveau de finition que vous souhaitez, mais je trouve que là, l'éclairage est pas trop mal et on peut après aller rajouter des contrastes, rajouter les choses qu'on veut, plutôt que de devoir toucher sur les tons clairs, tons moyens, ombre ou noir et devoir faire des masques. Là, c'est pas mal. Une chose que j'ai pu demander, c'est dans la couleur. Le virage partiel, mais on peut pas l'avoir parce que DxO Photolab est un peu vendu avec des packs à côté. Je suis pas très fan de ce, même pas fan du tout de ce genre de pratique, parce que vous allez voir que juste après je vais en parler, et pour avoir virage partiel, il faut prendre DxO Film Pack Elite, donc ça rajoute un petit billet. Tout à l'heure je vous ai parlé de la géométrie, de la déformation, donc avec de la distorsion, donc là parce qu'il trouve mon couple boîtier et objectif, et donc on ne peut pas nous-mêmes lui dire que c'est tel boîtier et tel objectif. Si le couple n'existe pas, il veut juste pas en mettre. Ça, je trouve pas ça
ça top. Je vous disais, on pouvait pas redresser les perspectives. Et ben si on peut, mais on peut en allant dans Add, Viewpoint et en activant Viewpoint. Et le problème de Viewpoint, c'est que c'est payant. C'est pas intégré directement dans DxO Photolab. Donc, si on veut avoir de la correction de perspective, eh ben il faut passer par la case porte-monnaie. Là, je l'ai activé parce qu'il y a une version d'essai pendant 30 jours. Ça, DxO, je suis désolé, c'est vraiment pas, je trouve pas ça cool. Et donc là, on peut forcer les parallèles. Ils gèrent pas de façon tout à fait automatique. On peut gérer via un rectangle. Donc par exemple, lui dire que ici, tu as un rectangle, ça c'est la ligne droite, ça c'est une autre ligne droite. Et là, logiquement avec ça, si je fais appliquer, hop, vous voyez, il m'a redressé mon image. Donc là, ça marche. Après, il faut recadrer. Vous voyez qu'il peut recadrer automatiquement, donc c'est plutôt chouette. Donc là, ça marche. C'est juste le fait que ce soit en kit qui me gêne quand même pas mal. Ah oui, pour le recadrage, parce qu'il fallait que je vous parle quand même du recadrage. On peut mettre le ratio qu'on veut. Vous voyez, j'ai réussi à mettre le 1,85, le 37,20 ici. Mais là où est le truc où j'ai fait « Ah, mais putain, c'est ça, d'accord ?» Et bien, sachez qu'en cliquant ici, vous pouvez écrire. C'est-à-dire que là, j'ai appuyé sur 1 et vous pouvez écrire. C'est-à-dire que là, cette zone-là, on peut écrire dedans. Et donc là, ça permet d'aller sélectionner très vite un qui existe. Mais le problème, c'est que si par exemple là, je veux faire du 1.86, imaginons, que je fais entrer, vous allez voir que il est sur 1.1. Et là, c'est relou. Ça, c'est relou parce qu'il va sélectionner. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est cliquer une fois pour arriver dedans, cliquer une deuxième fois pour enlever le menu. Et là, par contre, on va pouvoir faire le 1, par exemple, 86. Et là, ça va fonctionner. Ça va être plutôt du 1.86.1. Je trouve pas ça... Enfin, on peut le faire, mais c'est pas très intuitif. C'est pas du tout intuitif et pas facile non plus. Voilà ce dont je voulais vous parler. Du coup, ça aura pris un peu plus que 5 minutes de revoir un petit peu tout ça. Je vais me faire une petite conclusion sur DxO Photolab 5. Contrairement peut-être à ce que j'ai pu montrer, j'ai beaucoup aimé ce logiciel parce que j'ai trouvé que c'était une version simple d'un outil de post-traitement où on peut faire quand même pas mal de choses. Là où je trouvais, quand j'ai fait ma vidéo sur Capture One, j'ai trouvé compliqué, qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à comprendre. Pareil, sur Lightroom, il y a beaucoup de choses à comprendre. Là, je trouve que c'est un logiciel qui permet de faire pas mal de choses, plutôt bien. Par exemple, le coup du Deep Prime, il fait beaucoup mieux, il débruite beaucoup mieux que Lightroom. Et je trouve que c'est un bon logiciel. Quand on a passé les petits trucs dont je vous ai parlé, les petits problèmes d'ergonomie et tout, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dedans. Et surtout, ne pas trop s'y perdre. Surtout si on veut pas trop aller dans une usine à gaz. Je trouve que là, il y a pas mal de choses qui marchent. Après, il y a des défauts, comme le fait d'avoir un peu un outil en kit avec des choses à rajouter. Ce dont je voulais parler maintenant pour terminer, le prix. Là, vous voyez, j'ai le shop de DxO et en ce moment où j'enregistre cette vidéo, il y a des promotions. Donc, ce qui fait quand même 219 plus 79, ce qui fait quand même 300 boules. Je trouve ça trop pour ma part pour ce logiciel-là. Par contre, quand il est en promotion, et apparemment il est quand même souvent en promotion, un petit 164 plus 50, ça permet d'avoir un logiciel à 210 € à peu près, 215 €, et un logiciel qui vous appartient. Du coup, si pour tous les réfractaires à l'abonnement, au moins vous avez un logiciel qui vous appartient. Sincèrement, j'étais pas sûr de vraiment l'aimer. J'avais dit à DxO que je ferais pas la vidéo si j'avais pas aimé, parce que je fais pas de vidéo sponsor si j'aime pas quelque chose. Donc j'ai testé. Je pense que je vais l'intégrer dans mon workflow, ne serait-ce que pour le Deep Prime, pour passer quelques photos en mode débruité. Après, oui, en effet, je pense pas que je passerai sur Photolab parce qu'il y a des choses qui vont me manquer. Ma conclusion, c'est que je conseille DxO Photolab à tous ceux qui seraient réfractaires à des usines à gaz comme Lightroom ou comme Capture One, comme Photoshop, des très gros logiciels où on peut faire énormément de choses. On va passer beaucoup de temps à savoir les utiliser. Et ne serait-ce que c'est con, mais c'est français aussi. Et je trouve que c'est un bon logiciel français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions. Je dirais aux spécialistes de DxO de venir répondre aussi aux questions dans les commentaires. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.